Merci Gallagher. On passe désormais à notre second grand panel consacré à l'intelligence artificielle qui s'impose, vous le savez, comme un levier majeur de transformation économique, sociale à l'échelle planétaire. À preuve, le sommet mondial qui s'est tenu à Paris le 10 et 11 février. L'IA offre, vous le savez, des opportunités immenses pour accélérer le développement durable et réduire les inégalités, mais soulève également des défis considérables en termes d'inclusion et d'équité. Pour explorer ces enjeux, nous avons réuni 4 experts de premier plan. Merci à eux d'être là avec nous. Lassina Koné, directeur général de Smart Africa. Merci. Gaspard Touagira Riezou, j'ai réessayé vraiment, il vient du Rwanda, directeur de l'agence spatiale rwandaise. Merci à vous, Gaspard. Merci. Je sais qu'il va parler en anglais, mais qu'il comprend très bien le français. Je lui mets une petite pression au passage. Moustapha Cissé, fondateur de Kera et chercheur en intelligence artificielle. Merci à vous également. Et Mathilde Vivo, qui est experte en politique d'innovation. Elle nous expliquera d'ailleurs ses plusieurs casquettes. Merci beaucoup à vous 4 d'être là. Première question, Lassina Koné, j'aimerais qu'on commence par vous. Quand on a préparé ce panel, vous m'avez dit que pour vous, le mot inclusion est très important, mais pas forcément de la façon dont on l'entend habituellement. Expliquez-nous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Expertise France. L'inclusion en Afrique, ça veut dire autre chose, parce que au fur et à mesure que nous avançons avec les technologies émergentes, ça veut dire que nous creusons encore des fossés. Donc avant, on avait d'abord l'inclusion numérique, et là maintenant, on a l'inclusion de l'IA. Donc pour nous, l'inclusion, c'est comment, vraiment, ça veut dire l'inclusion sociale. Permettre à la population dans les zones rurales qui ne parlent que leur langue, ils ne parlent pas le français, ils ne parlent pas l'anglais ni l'espagnol, pouvoir interagir avec les services étatiques et interagir avec les services du secteur privé. Alors, donc, quand on dit inclusion dans l'Occident, dans les pays développés, ça veut dire autre chose parce qu'il faut voir le taux d'alphabétisation en Afrique. En Nord-Afrique, Afrique du Nord, ça représente 75% et Afrique subsaharienne, ça représente 50%. Et pourtant, et quand on regarde tout ça, il n'y a que 46% de la population de l'Afrique sont connectés sur Internet. Donc, ça veut dire qu'on ne veut pas fausser plus d'écart. Et l'intelligence artificielle va nous amener à l'inclusion, à la vraie définition, terminologie de l'inclusion. Moustapha Cissé, pour vous aussi, il y a un mot qui sonne différemment, c'est le mot durable. En préparant l'émission, vous m'avez dit aussi que le mot durable ne résonne pas de la même façon en Afrique, et ne devrait pas d'ailleurs, qu'il résonne en Occident. Expliquez-nous. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, le mot durable, comme le mot inclusion d'ailleurs, ne résonne pas de la même façon, comme l'a dit Lassina. Je souligne juste que sur ce plateau, on est tous principalement, en tout cas nos activités sont principalement orientées vers l'Afrique. On parle d'inclusion et donc on a des Africains autour de la table. Donc ça donne déjà la perception qu'on a de ce que l'inclusion doit être. On doit inclure des Africains ou bien on doit inclure d'autres pays. Je pense que quand on parle d'intelligence artificielle, il faut qu'on essaie de comprendre si on veut que les bénéfices de cette technologie importante arrivent à l'ensemble des populations du monde, quels sont les facteurs limitants et quelles sont les forces en présence. Aujourd'hui, en ce qui concerne cette technologie, la connaissance, elle est diffuse, elle est disponible pour tout le monde. Sur les dernières années, moi j'ai eu l'opportunité de créer le premier programme de master en intelligence artificielle en Afrique. On a gradué plusieurs centaines d'étudiants qui sont devenus aujourd'hui des chercheurs et qui travaillent dans les plus grands labos du monde. Donc ça, ce n'est pas un problème ni en France ni en Europe. L'autre chose, c'est que la communauté open source est très importante et le modèle Llama 3, qui est le modèle de base qui est utilisé par beaucoup d'architecture et de technologie dans ce domaine-là, a été téléchargé plus de 800 millions de fois parce qu'il est disponible gratuitement avec des licences qui permettent de l'exploiter pour différents usages sans limitation légale, en tout cas pas très contraignante. Donc ça aussi, ce n'est pas un problème. Alors quels sont les problèmes dans ce sens? Le premier que moi j'identifie, et c'est pour cette raison que je faisais le clin d'œil au début en disant que quand on parle d'inclusion, on parle d'abord des Africains, et je pense que ça ne devrait pas être le cas. Le premier facteur limitant, c'est la capacité de calcul. Je vous donne un exemple. En France, le plus grand supercalculateur qui est utilisé pour le sujet, c'est celui de Jean Zay, qui a environ 5000 GPU. Les modèles Llama dont j'ai parlé précédemment,
qui ont donc été entraînés et mis à la disposition de la communauté open source par Meta, qui est une entreprise privée, ont été entraînés en utilisant 5000 GPU. Donc on voit aujourd'hui qu'une entité privée a des capacités de calcul beaucoup plus importantes qu'un pays souverain qui est la France. En Afrique, les plus grands supercalculateurs qui existent sont très loin de ces 5000 GPU-là. Donc je pense qu'en termes de... Et les GPU, il faut savoir ce que c'est. C'est-à-dire que ces supercalculateurs sont à la révolution de l'intelligence artificielle ce que les machines à vapeur étaient à la révolution industrielle. On peut faire toutes les théories et les conceptions mathématiques qu'on veut. Si on n'a pas les supercalculateurs pour créer les modèles, on ne peut rien faire avec. Donc en termes je vais juste finir par là, en termes en ce qui concerne la révolution de l'intelligence artificielle, il est important pour que cette révolution soit inclusive et donc durable que des pays du tiers-monde, en ce qui concerne cette révolution, comme la France et le Sénégal, d'où je viens, et les autres pays africains, parce que c'est tous des pays du tiers-monde en ce qui concerne cette révolution, s'entraident sur les infrastructures. Ça, c'est un point extrêmement important. Et le dernier point que je vais faire, parce que je sais que Expertise France aide beaucoup de pays africains en ce qui concerne les dispositions juridiques et à créer le cadre légal pour cette révolution. On en parlera justement. Voilà. On parlera des détails et de la mise en œuvre. J'ai une émission à finir quand même. Alors, Gaspard Touadéra Yezu, vous êtes directeur de l'Agence spatiale rwandaise. Quelles initiatives l'Agence spatiale rwandaise met-elle en place pour former la prochaine génération de professionnels de l'IA en technologie et spatiale notamment? Thank you very much, and I want to begin by Merci beaucoup. Tout d'abord, tous mes remerciements à Expertise France d'avoir organisé cette discussion. Dans notre agence, effectivement, nous travaillons beaucoup sur ce thème, sur la base de notre programme national en matière d'IA. Nous avons commencé par l'infrastructure de données pour que toutes les données du pays soient correctement organisées, de sorte qu'elles puissent être accessibles aux agences du gouvernement, pour le secteur privé, mais également pour les universitaires. Donc voilà, on a construit tout cela en développant au fur et à mesure nos capacités informatiques pour avoir des solutions qui puissent bénéficier aux autorités étatiques et au secteur privé. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons également travaillé sur nos capacités pour que nos clients puissent prendre les bonnes décisions, mais également pour nous assurer que l'on puisse contribuer à la chaîne de valeur de la connaissance. Si on parle plus précisément de l'Afrique et de l'IA, eh bien, la plupart des discussions sont axées sur les cas d'usage. Mais pour moi, il faut également discuter d'autres thématiques. On n'est pas uniquement des consommateurs, si vous voulez. Il faut que nous soyons également envisagés comme étant des personnes qui vont pouvoir contribuer, créer de la technologie. Faute de quoi? Eh bien, nous allons continuer à utiliser des technologies qui ont été conçues pour répondre à des problèmes qui ne vont pas nécessairement être pertinents dans notre contexte. Et donc, notre agence joue pleinement son rôle et nous souhaitons tout d'abord travailler sur la centralisation de ces données pour avoir les bonnes capacités, mais également d'avoir les bonnes politiques en place pour que nous puissions créer nos propres solutions. Il n'y a pas que l'Afrique là sur le plateau. Mathilde Viveau, merci. Vous de faire suite justement aux déclarations du directeur de l'Agence spatiale rwandaise. On ne veut pas évidemment que des consommateurs sur le continent africain, mais des gens qui auront peut-être justement utilisé des outils que vous aurez développés, qui seront plus adaptés. Vous, Mathilde Viveau, forte de votre expérience, à la fois dans le passé en tant que conseillère à l'ambassade de l'Afrique du Sud, mais de vos fonctions actuelles au sein de l'agence Sprint, justement en Allemagne. Quelle politique d'innovation estimez-vous justement essentielle pour favoriser le développement d'une IA qui soit éthique, on l'a entendu, inclusive et durable? Merci. Eh bien, je vais revenir en fait sur un concept qui est l'open source. Et je crois qu'ici, on a justement le nœud qui nous relie et l'angle qui nous relie à la fois entre Européens et Africains. En tout cas, je parle pour mes collègues et mes copanélistes.
on peut être tétanisé, en fait. On peut être complètement freeze par, si vous me permettez un anglicisme, par les récentes déclarations, des milliards pleuvent, les surenchères de milliards d'avancées technologiques des Chinois, des Américains, peuvent nous freiner. Quand je dis nous, c'est nous tous ici, donc nous Européens, nous Africains. Alors on a deux réactions à ça. On peut effectivement se décourager au niveau des gouvernements ou au niveau des entreprises. Je pense que c'est effectivement le but recherché. D'une part, il faut quand même tout de même relativiser les annonces de milliards américains et l'avancée technologique chinoise, comme le mettait en exergue justement Mustapha. Elle est certes performante, mais elle est accessible en fait. La technologie, la maîtrise, les compétences, en fait, si on se tient à l'open source, on va pouvoir les maîtriser. Donc là, on est plutôt sur un cadre réglementaire, des politiques d'innovation. Et c'est en cela qu'effectivement, je pense qu'il faut avoir un vrai cadre et un partenariat qui lie à la fois l'inclusivité et la compétitivité. On ne doit pas juste être sur des questions d'inclusion, mais on doit être clairement sur des questions d'investissement et de compétitivité. Et la fameuse troisième voie européenne, africaine, il va falloir l'assumer parce que de toute façon, on n'en a pas d'autre. On n'aura pas le choix. Merci beaucoup. Merci Mathilde Viveau pour ce mot de conclusion. Merci à vous pour ce panel enrichissant sur l'intelligence artificielle. Vous voyez que nous ouvrons des pistes à vous, évidemment, de les poursuivre après. On ouvre à présent un nouveau chapitre. Nous allons parler d'alliances multipartites pour le climat. Et pour commencer, nous partons en Bolivie et au Guatemala où s'est rendu, encore lui, Gallagher Fenwick.